Alors je vais partir d'un... Oui, d'abord je donne quelques précisions en ce qui concerne peut-être des indications bibliographiques plutôt. Donc je vais m'appuyer beaucoup pour mon propos sur un rapport en fait de juriste, mais qui a une dimension vraiment philosophique. C'est le rapport public du Conseil d'État de 1999 qui a été publié donc par la documentation française et que vous pouvez trouver sur le site de la documentation française. Certains d'entre vous sont équipés d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Vous pouvez retrouver la version électronique, donc d'accès gratuit, à ce rapport. Le rapport donc 1999, l'intérêt général. Vous savez que le Conseil d'État fait chaque année un rapport qui est un rapport plus ou moins théorique et pas exclusivement juridique. Donc là, c'est vraiment un texte important. Et puis là, j'ai ramené un texte que vous connaissez, c'est ce livre rouge. Ce n'est pas le petit livre rouge, mais c'est le catéchisme de l'Église catholique. C'est donc la constitution apostolique de l'Église catholique qui en fait résume le corpus doctrinal de l'Église catholique. Alors j'ai ce texte-là parce que je vais être amené à vous parler un tout petit peu de la doctrine sociale de l'Église à un moment donné. Mais ça, je pense que certains d'entre vous qui m'avaient écouté l'année passée ne sont pas étonnés. Et puis là, par commodité, j'ai trouvé, ça s'intitule « Le discours social de l'Église catholique ». C'est un ouvrage qui regroupe l'ensemble des encycliques concernant la doctrine sociale de l'Église, depuis Léon XIII, qui est le pape fondateur, jusqu'à Jean-Paul II. Puis je serai amené à vous parler de Benoît XVI, parce qu'il n'est pas dans l'anthologie, parce qu'il date d'avant son élection. Et puis bien sûr, alors des classiques, les droits de l'homme, et notamment la Déclaration des droits de l'homme de 1789, un petit discours qui est donc le discours de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau, bien sûr, c'est un grand classique, et puis de Rousseau toujours, le contrat social, qui est donc l'œuvre maîtresse de Rousseau en ce qui concerne la philosophie politique, parce que d'ailleurs Rousseau est un philosophe, un écrivain génial. D'ailleurs, souvent avec les professeurs de lettres, on se dispute la propriété de Rousseau parce qu'il a une plume magnifique. Et là, il met sa plume au service de la chose politique. Voilà. Donc voilà pour la bibliographie. Alors, dans un article qu'il consacre à l'analyse d'un livre d'Emmanuel Renaud, qui s'intitule donc L'expérience de la justice, le philosophe Pierre Zaouy. Alors j'ai choisi ce philosophe parce qu'il s'est trouvé que cette année on l'a écouté dans le cadre d'un stage de philosophie. Il intervenait sur Spinoza. Mais Pierre Zaouy, en fait, écrit des articles dans différentes revues. Alors Zaouy, c'est Z-A-O-U-I, Pierre Zaouy. Donc là, ce dont je vous parle, c'est une recension d'un ouvrage donc que je n'ai pas lu d'ailleurs, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Pierre Zaouy dans ce petit texte, parce qu'il va me servir de point de départ dans ma réflexion. Alors, Pierre Zaouy s'interroge, il se pose la question suivante. Pourquoi ressent-on bien plus intensément l'injustice que la justice? Et il pose cette question à partir d'un simple constat. Toute l'histoire sociale, dit-il, le rappelle. Un déni de justice peut enflammer une ville ou un village, mais on n'a jamais vu des foules en liesse célébrer un verdict ou l'institution d'une loi juste. Fin de citation. À ce constat et à cette question, on pourrait répondre comme l'ont fait de nombreux philosophes dans l'histoire des idées, et dont nous avons eu un aperçu approfondi à l'occasion des interventions précédentes. C'est au nom de la lutte contre l'injustice, certains diront contre les injustices, que l'on évoque l'instauration d'une société plus juste, voire que l'on invoque l'idée d'une société juste. Et quand je dis société juste, je mets entre guillemets, parce que ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, indépendamment de la question qu'on se pose, la société peut-elle être juste, eh bien, il y a une sorte de réponse spontanée qui consiste à dire, eh bien, pour qu'une société soit juste, il faut qu'elle corresponde au modèle dit de la société juste. Et ça, c'est un modèle qui est déjà élaboré,
qui est déjà dans les têtes de beaucoup d'entre nous, et c'est cet impensé que je vais essayer d'analyser. Alors Pierre Zaouy émet un doute sur lequel donc, je souhaite ouvrir mon propos. Il pose la question suivante. Pourquoi les sensations d'injustice se réfèrent-elles davantage à une justice idéale qu'à une justice positive? Alors ce qu'il faut entendre par justice positive, c'est une justice en fait concrètement applicable et réellement réalisée dans la société. La justice idéale, c'est une justice théorique qui est pensée, j'allais dire, à titre d'hypothèse, alors que la justice positive, ça serait un peu comme le droit positif, une justice qui serait donc appliquée. Alors notre philosophe, Pierre Zaouy, qui est donc un philosophe spinoziste dans sa démarche, il n'est pas convaincu du bien fondé de tous les essais visant à établir les fondements d'une société juste, dont les efforts restent prisonniers, selon lui, d'une alternative déconcertante. Et c'est cette alternative-là qu'il résume dans ce petit article qui m'a j'allais dire, un petit peu interrogé. Alors, le premier élément de cette alternative conduit à un premier paradoxe, à une première difficulté. Alors, voilà comment Pierre Zaouy résume ce paradoxe. Classiquement, toute justice tend à se réduire à une forme de justice distributive ou proportionnelle. Rendre à chacun son dû, en proportion de quelque chose, son mérite, son rang, son travail, ses besoins. Là, on reconnaît l'analyse très classique d'Aristote. Or, là est le point important. Par cette idée même d'un dû individuel, une telle justice semble présupposer la propriété, nous dit Pierre Zaouy. Donc, l'injustice de sa répartition, toujours inégalitaire dans les faits. Fin de citation. Vous voyez? C'est-à-dire que rendre à chacun son dû, Pierre Zaouy décide de l'interpréter presque au sens littéral du terme, en disant ben, le dû, c'est une propriété. Qui dit propriété dit répartition des richesses. Qui dit répartition des richesses, eh bien dit que par conséquent, les choses ne sont pas réparties de manière géométrique et en tout cas arithmétique. Donc ça pose le problème de l'égalité et de l'injustice. Et c'est là qu'on retrouve une connexion qu'on n'a pas jusqu'à présent théorisée en tant que telle, qui est la connexion entre propriété et justice. Et il me semble qu'il est impossible de penser la justice si on ne pense pas en même temps la propriété. Donc, si vous voulez, cette première alternative, elle a le mérite de souligner la tension qui existe depuis toujours, en tout cas depuis Aristote, ça c'est sûr. Hein, je pense à Aristote parce que Aristote fait une très belle analyse de ce qu'il appelle la crématistique. C-H-R-E-E-M-A. Il faudrait un tableau, hein, crématistique. Donc en fait, je traduis le mot, ça veut dire l'art de s'enrichir sans limite. Voilà. Et donc il montre que la crématistique, donc l'art de s'enrichir sans limite, a un rapport avec l'invention de la monnaie comme instrument efficace d'échange. Et notamment, il est amené à faire une distinction. Alors, je ne vais pas dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais il fait une distinction entre ce qu'on appelle la valeur d'usage d'un objet et la valeur d'échange d'un objet. La valeur d'usage, c'est j'ai une paire de souliers pour pouvoir marcher confortablement et m'en servir au quotidien. Et puis si je suis cordonnier et que je fabrique 10 paires de souliers, eh bien je vais pouvoir faire avec les 9 paires de souliers qui ne me servent pas la base d'un échange qui va me permettre donc de m'enrichir. Et donc ça, c'est la valeur d'échange. Donc la valeur d'échange, c'est la base du commerce et de l'enrichissement. Et donc ça pose effectivement la question de la productivité. Et puis ensuite, bien sûr, ça commence à faire apparaître la question de à qui appartient finalement cette valeur supplémentaire qui est générée par la valeur d'échange. Donc on voit apparaître à côté du travail la question de qui possède les fruits de ce travail. Voilà. Donc j'aurai peut-être l'occasion sans doute d'y revenir un peu plus tard.
Donc, peut-on... Alors, on en arrive au terme de cette première alternative à la question suivante. Peut-on rendre juste une société fondée nécessairement sur la propriété? Et je pense qu'aujourd'hui, la question n'a pas perdu de son actualité. L'autre aspect de l'alternative, alors toujours je m'appuie, vous voyez, sur ce petit article très stimulant de Pierre Zaouy, qui est très court, hein, puisque je vous le dis, hein, c'est même pas un article, c'est une recension. Hein, c'est-à-dire Pierre Zaouy commente librement un texte qu'il a lu, hein, le texte donc de cet auteur que je n'ai pas lu, L'expérience de l'injustice d'Emmanuel Renaud, mais que je lirai sans doute parce que je pense que c'est intéressant. L'autre aspect donc de l'alternative n'est pas moins problématique au regard de cette tension fondamentale entre justice et propriété. Alors là encore, je cite Pierre Zaouy. Vouloir en effet fonder une nouvelle justice sur la sensation d'injustice. Vous voyez ici, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on ne part pas de la question de la justice, on part de la question de l'injustice. C'est nécessairement vouloir reprendre à certains leur dû, obtenu par force, chance ou travail. Et dans cette perspective, la sensation d'injustice se condamne au ressentiment, dans la mesure où elle se traduira par une tentative visant à exprimer une revendication normative, nouvelle, qui aura partie liée, nous dit Pierre Zaouy, avec le ressentiment du côté des dépossédés et la mauvaise conscience du côté des possédants. Donc, vous voyez là, si on conteste cette justice distributive qui donc semble reposer sur la question de la propriété, sans bien sûr l'identifier comme telle. Si on proteste contre cela, on va vers une conception de la justice qui risque d'être ressentie comme eh bien une justice du ressentiment, qui est fondée donc sur le sentiment d'injustice que peuvent avoir ceux qui sont dépossédés, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien, et puis donc bien sûr une sorte de condamnation ou de mauvaise conscience, nous dit Pierre Zaouy, de ceux qui sont les possédants. Alors, bien sûr, je vais pas extrapoler des conclusions au-delà des analyses de ce très bref article, mais cela nous permet de situer la question: la société peut-elle être juste, dans un débat qui oppose une conception réaliste de la justice, définie comme distributive, proportionnelle, corrective, et une conception idéaliste d'une justice normative et régulatrice au sens kantien du terme, hein, au sens où une justice idéale qui servirait d'horizon à partir duquel on ne pourrait pas ne pas penser la société politique. Alors c'est dans ce cadre que nous héritons de la notion de société juste. Alors moi, ma thèse, c'est d'essayer de vous montrer que la notion de société juste est une notion qui a été conceptualisée depuis de très nombreux siècles et qui donc interfère dans le questionnement qu'on s'est posé. C'est-à-dire que je prétends que nous avons tous, avant de nous interroger sur la question comme une société peut-elle être juste, on a tous dans l'esprit cette notion non encore circonscrite de société juste, toute faite, en quelque sorte. Alors, cette notion, bien sûr, elle a influencé durablement la philosophie politique jusqu'à nos jours, puisque en fait, il s'agit d'un concept thomiste, la société juste, donc de Thomas d'Aquin, qui, vous savez, ce grand penseur médiéval, qui est un des deux piliers d'ailleurs doctrinal, puisqu'il est considéré comme docteur évangélique avec Augustin, que les religieux appellent Saint Augustin, mais que moi j'appelle en philosophe laïque Thomas d'Aquin et Augustin d'Hippone. Mais donc, ce concept de société juste, c'est un concept thomiste hérité d'inspiration aristotélicienne. Donc Thomas est un lecteur d'Aristote, il a repris, bien sûr, il est un lecteur très attentif, et même un commentateur, puisqu'on lui doit à Thomas d'Aquin un commentaire détaillé de l'éthique à Nicomaque, dont on a déjà parlé, hein, dont Pierre a parlé, dont Laurent a parlé, qui est vraiment, enfin, qui est un peu une référence incontournable, hein, livres 5 et 6 consacrés à la justice dans l'éthique à Nicomaque,
c'est un point de départ. Donc la notion de société juste est en quelque sorte l'horizon idéologique de toute réflexion sur la société politique en relation avec l'exigence morale de justice. C'est-à-dire que si on ne fait pas de la justice une exigence morale, la référence à la notion de société juste ne s'impose pas. À partir du moment où on considère que la société peut-elle être juste, on considère que c'est une question éthique et politique, eh bien nécessairement on est obligé de tenir compte de ce concept de société juste. Donc depuis Platon, on a progressivement, donc Platon, Laurent en a parlé, hein, depuis Platon, on a progressivement glissé d'une question sur les conditions de possibilité d'une société politique meilleure, permettant de la rendre juste, à une question beaucoup plus orientée, qui est la suivante: comment mettre en œuvre, dans la société politique, y compris la nôtre, le modèle dit de la société juste, dont les présupposés conceptuels sont justement de nature théologico-politique. Alors ce glissement n'est pas rien, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que c'est un petit détail. En fait, c'est un glissement qui est considérable. Il est déterminant dans la mesure où il occulte une question plus essentielle, qui est la question suivante, qu'on a tendance à mettre sur le côté, parce qu'on considère que bon, elle est justement trop problématique. C'est qu'est-ce qu'une société égalitaire? Et du coup, parce qu'on a en tête la notion de la société juste, on préfère se poser la question qu'est-ce qu'une société juste, ou une société peut-elle être juste, plutôt que de se poser la question plus directement, qui n'est pas une question tout à fait morale, forcément morale: qu'est-ce qu'une société égalitaire? Donc vous voyez, là je suis un petit peu dans le décalage par rapport à notre réflexion, parce que je fais exprès de questionner la question en quelque sorte, vous voyez, de questionner la question et de ne pas la traiter directement. Donc on oublie trop qu'il n'y a de société, il n'y a de justice, que sociale, c'est-à-dire fondée sur l'égalité et le rejet de toutes les inégalités, ou sur le rejet de ce qui pourrait être à la source de toutes les formes de l'inégalité, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même recherche. Alors, maintenant, je vais essayer de creuser un tout petit peu plus ce concept. Le concept de société juste, il repose sur une autre notion, indissociable, qui est celle de bien commun, dont la définition remonte à Aristote. Alors, laquelle définition a été ensuite complétée et approfondie par Thomas d'Aquin et par toute la philosophie médiévale jusqu'à nos jours. Alors, donc c'est une association, société juste, bien commun, et cette association, elle relève d'une conception religieuse, et même moi je peux même aller plus loin, alors c'est un peu polémique quand je dis ça, une conception cléricale de la société politique, puisque cela consiste à penser l'organisation sociale, économique et matérielle du corps politique. Ce que j'appelle le corps politique, c'est l'ensemble des citoyens, des membres d'une société qui sont réunis dans une société structurée, donc qui consiste à penser donc cela, le corps politique, en termes métaphysiques de moralité, entre guillemets, et de transcendance, dans la mesure où la référence au bien commun nous renvoie à des valeurs, des croyances, et justement à une transcendance qui fondent et garantissent l'assise théorique de la société. En effet, la conclusion selon laquelle une société politique, pour être juste, doit réaliser nécessairement le bien commun est, sous l'apparence d'une évidence faussement rationnelle, une pétition de principe, c'est-à-dire une donnée impensée et, à mon sens, non interrogée lorsqu'on se pose la question « la société peut-elle être juste ?» On a tendance à vouloir répondre à cette question plutôt que de s'interroger sur ce qui nous conduit à poser la question, ou plus exactement, à nous poser la question « mais d'où vient cette question ?» Et c'est justement ce point de départ non explicité que je vais soumettre à un examen critique. Alors peut-être certains d'entre vous
qui sont équipés de l'outil informatique, et notamment qui sont connectés sur cette affreuse toile d'araignée qui est la toile Internet, ont peut-être regardé, ils ont peut-être tapé société juste. Hein, vous savez, on tape un mot, puis après on clique sur Google, par exemple. Enfin, non, je ne devrais pas dire ça parce que c'est une marque Google, enfin, un moteur de recherche, quoi, voilà. Et vous vous êtes rendu compte, peut-être, enfin, vous êtes tombé très certainement, inévitablement, sur un colloque philosophique qui date du 24, 25 et 26 novembre 2006. C'est la 81e session des Semaines sociales de France, qui était entièrement consacrée à la question « Qu'est-ce qu'une société juste ?» Alors ces semaines sociales, elles regroupent des intellectuels et des décideurs politiques très importants, très influents. Vous avez par exemple l'ancien président du FMI, vous avez enfin des gens vraiment très très influents, notamment des gens, vous savez, qui alimentent ce qu'on appelle alors je prononce mal l'anglais, think tanks, c'est-à-dire des sortes de laboratoires à idées qui sont financés par des gros groupes financiers. Alors il y en a certains qui sont plutôt de sensibilité social-démocrate, beaucoup sont de droite, et notamment on sait que ces laboratoires, par exemple, en l'occurrence, le gouvernement actuel, par exemple, il fonctionne à 90% sur des rapports qui sont issus de ces fameux think tanks, donc ces laboratoires d'intellectuels financés par un mécénat de gens très riches. Voilà. Bon, ben donc on retrouve un petit peu ces gens-là. Et donc ils ont une particularité, ils se reconnaissent dans ce qu'on appelle les valeurs du catholicisme social, ou parfois on appelle ça aussi catholicisme progressiste, du personnalisme entre autres, dont je vous avais un petit peu parlé parce que c'était un courant de pensée que j'avais étudié quand j'étais étudiant, et puis donc de la doctrine social-démocrate chrétienne. Donc à cette occasion, le pape Benoît XVI a adressé un message aux congressistes qui a attiré mon attention. Et donc il a confié ce message à un émissaire, le cardinal Bertone, qui lui aussi est un intellectuel qui produit des articles intéressants. Vous savez, il y a deux manières de lire les textes qui émanent des autorités ecclésiastiques. Soit on a une lecture religieuse, bon ben là je la laisse finalement aux théologiens, et puis on peut avoir une lecture philosophique, critique, par définition, et politique. Et souvent ces textes sont très politiques. Et ils sont toujours politiques. Si vous prenez je pourrais vous le démontrer, mais ça serait l'objet d'une causerie philosophique, mais toutes les encycliques des papes, depuis les origines, sont très, très politiques. Aussi bien dans le cadre historique que même dans le cadre actuel de l'analyse. Donc le Monseigneur Bertone, n'est-ce pas, secrétaire d'État auprès du Saint-Siège, lit un message. Alors je vous lis un petit extrait, parce qu'il a une relation bien sûr avec notre sujet. Voilà ce que Benoît XVI dit. Aborder la question de la justice suppose d'enraciner sa démarche dans une saine anthropologie. En effet, la justice n'est pas une simple convention sociale ou une appréciation subjective laissée à la détermination individuelle. Elle s'impose à tous et a un caractère objectif qu'il convient tout particulièrement de rappeler dans un monde marqué par l'individualisme, par le subjectivisme et par la recherche des biens propres. Fin de citation. Donc vous voyez, les trois termes à la fin sont des termes qui sont réprouvés. Haro sur l'individualisme, Haro sur le subjectivisme, puisque ça vient des hommes, et Haro sur les biens propres, c'est-à-dire tout ce qui fait les intérêts privés des hommes. Donc pour le théologien, puisque en fait Benoît XVI est plus théologien que philosophe, à la différence de Jean-Paul II qui était plus philosophe que théologien, puisque vous savez que le pape précédent était philosophe, professeur de philosophie, docteur en philosophie, et qu'il a fait sa thèse justement sur Max Scheler, qui était un philosophe personnaliste. Donc, mais par contre, comment il s'appelle,
Benoît XVI, Ratzinger, cardinal Ratzinger, lui, il est théologien. Donc la justice n'est pas issue, donc si j'interprète cette citation, ce que veut dire le pape, c'est que la justice n'est pas issue d'une simple convention sociale, et encore moins d'une quelconque détermination individuelle. En réalité, la justice, dans cette conception théologique, est antérieure à la société elle-même et ne relève pas de la décision des individus, au risque de tomber dans un pur subjectivisme. La justice ne peut provenir que d'une saine anthropologie. Vous voyez, quand j'ai insisté sur le mot de saine anthropologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une saine anthropologie? C'est une humanité définie comme une communauté de personnes humaines créées par Dieu. Au travers de la critique implicite de l'individualisme, on voit donc que l'origine contractualiste de la justice est totalement rejetée en tant qu'elle serait le produit du droit des hommes codifié au sein d'une société politique fondée sur le contrat social. Donc c'est l'anti-Rousseau par excellence, puisque Rousseau dit qu'il n'y a pas de société politique sans que les hommes se rattachent à un contrat social. Bien dans une conception qui centre les choses sur la notion de bien commun en rapport avec la société juste, eh bien, à partir du moment où on dit que ce bien commun n'est pas d'origine contractuelle et qu'il est d'origine donc divine, eh bien, vous voyez que ça veut dire, ça entraîne toute une série de conséquences. Donc il est dit par ailleurs que la justice a un caractère objectif, c'est-à-dire qu'on peut la déterminer, on ne peut pas la déterminer par un critère subjectif, extérieur, et que donc ce critère, il est donc indépendant de la volonté particulière des hommes. Alors selon Geneviève Medevielle, donc c'est une théologienne qui est intervenue dans ce colloque dont je vous ai parlé, là que j'ai trouvé sur le site internet, cette théologienne dit, en commentant donc la doctrine sociale de l'Église concernant la justice, elle dit « La norme de la justice sociale qui définit une société juste n'est pas subjective car elle est référée au bien commun de l'humanité. » Donc ça veut dire que, vous voyez, dans l'esprit des théoriciens de la société juste, liée au bien commun, le bien commun est une donnée objective qui est extérieure à la volonté des hommes, puisque justement c'est un modèle qui est hérité d'une forme de transcendance donc de Dieu. Alors bien entendu, ce bien commun n'est pas la somme des biens propres. Vous voyez, la somme des biens propres, c'est une référence plutôt à ce qu'on pourrait appeler les philosophes utilitaristes, justement, dont parlait Michel ce matin. Parce que, pourquoi le bien commun ne peut pas être la somme des intérêts propres? Mais parce que la somme des intérêts propres, c'est la marque de l'individualisme. Donc ce qui veut dire que pour que la société soit juste, il faut qu'elle corresponde à la norme objective qui s'impose à tous, parce qu'elle vient, qui ne peut pas être suspectée ni de subjectivisme, ni d'individualisme, c'est-à-dire c'est le Dieu, le Père des hommes. Alors, j'emprunte cette citation à Jean-Paul II, que je tire de l'encyclique Centesimus Annus. Jean-Paul II écrit ceci: « Le bien commun de la société n'est pas une fin en soi. Il n'a de valeur qu'en référence à la poursuite des fins dernières de la personne et au bien commun universel de la création tout entière. Dieu est la fin dernière de ces créatures, et en aucun cas on ne peut priver le bien commun de sa dimension transcendante qui dépasse, mais aussi achève la dimension historique. » Fin de citation. Et donc, le messager de Benoît XVI conclut son propos ainsi: contrairement à un certain nombre de théories modernes, alors on verra quelles sont ces théories modernes, mais en fait, essentiellement, c'est la théorie rousseauiste, mais c'est aussi la théorie des utilitaristes et des libéraux, hein, tout est mis dans le même sac.
Donc, contrairement à un certain nombre de théories modernes, pour lesquelles la justice est normative, en tant qu'elle permet le pluralisme et le consensus, une loi, pour être juste, ne doit pas être d'abord l'expression d'un groupe, fût-ce la majorité, mais la recherche de la garantie du bien inaliénable des personnes. Et vous l'avez compris, le bien inaliénable des personnes, avant même que la société ne soit constituée, c'est le bien commun qui réunit toutes les personnes devant Dieu. Alors, Geneviève Medevielle, donc, que j'ai déjà cité, donc, l'article s'intitule « L'enseignement social de l'Église sur la justice », résume bien la conception théologico-religieuse de la justice sociale par 3 principes clés. Les 3 principes clés sont les suivants. La solidarité, parce qu'évidemment, il n'y a pas de reconnaissance de la notion d'individu. Vous avez vu, rejet de l'individualisme. Donc en fait, on ne peut penser le bien-être du corps politique que dans le cadre d'une communauté de personnes. Donc la solidarité. Ce n'est pas la solidarité au sens républicain du terme, c'est la solidarité au sens communautariste, de regroupement des personnes. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième principe clé, c'est le bien commun, dont je viens de parler. Et le troisième, c'est la subsidiarité. Le principe de subsidiarité. S-U-B-S-I-D-I-A-R-I-T. Subsidiarité. Alors c'est un principe qui est très important. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce que vous savez que l'Union européenne, qu'on appelle aussi la communauté des États européens, le mot d'ailleurs n'est pas un hasard, que ce soit une communauté, il n'est pas fondé sur le principe d'égalité, il est fondé sur deux idées, une idée très floue, mais en même temps très dans le vent, qui est donc la démocratie participative. Mais bien sûr, il n'y a pas de démocratie participative sans un autre principe qui vient remplacer le principe d'égalité, qui est le principe de subsidiarité. Alors, principe de subsidiarité, j'emprunte, il n'y a pas de meilleure définition que celle que ceux qui l'ont élaborée, puisqu'en fait, le principe de subsidiarité, c'est un concept théorique qui a été élaboré pendant des siècles et qui est le principe de fonctionnement de l'Église catholique. Et qui a été donc, alors certains diront curieusement, si on est naïf, on dit que c'est curieux, si on est un peu moins, on dit que c'est pas si curieux que ça, qui a été adopté par l'Union européenne dans sa construction, ce qu'on appelle la construction européenne. Si vous voulez vérifier d'ailleurs, vous verrez que le traité de Maastricht, mais aussi la Constitution européenne qui a été rejetée par le référendum du 25 mai 2009, mais qui aujourd'hui est applicable, puisque comme vous le savez, le président actuel de la République a converti ce texte sans changer aucune ligne, l'a converti en texte parlementaire qui a été adopté par le Parlement français en notre nom. C'est-à-dire ce que le peuple français a rejeté par référendum a été adopté par la voie parlementaire quelques années après. Eh bien vous verrez que le principe de subsidiarité est vraiment nommé, défini, et qu'il est vraiment bien réel. Alors, j'emprunte à Pie XI, parce que c'est souvent, d'ailleurs ce livre-là que j'ai en main, c'est un livre qui est consacré, il y a plusieurs conférences de différentes personnalités, notamment une nommée Chantal Delsol, qui est la grande spécialiste, la meilleure spécialiste du principe de subsidiarité. Chantal Delsol, c'est une philosophe dont le mari est assez connu, enfin il était connu, puisque son mari c'était l'ancien ministre, je crois, Charles Millon, qui était député du Rhône, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Charles Millon. Et Charles Millon se réfère par exemple, quand on lui dit quelle est votre philosophie de référence, il répond le personnalisme. Comme d'ailleurs Jacques Delors d'ailleurs. La philosophie de référence Jacques Delors, c'est le personnalisme. Alors, Pie XI, dans son encyclique Quadragesimo Anno, en 1931, écrit ceci. Voilà comment il définit le principe. On ne saurait ni changer, ni ébranler ce principe si grave de philosophie sociale.
De même qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter de leur seule initiative et par leurs moyens propres, ainsi, ce serait commettre une injustice en même temps que troubler d'une manière très dommageable l'ordre social que de retirer aux groupements d'ordre inférieur pour les confier à une collectivité plus vaste et d'un rang plus élevé les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. L'autorité publique pourra alors assurer plus librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle, parce qu'elle seule peut les remplir. Diriger, stimuler, contenir. Et le sommet dirige, stimule, contient. Et les échelons inférieurs sont chargés d'appliquer avec leurs moyens propres. Plus parfaitement se réalise... Alors, conclusion de Pion sur ce point, plus parfaitement sera réalisé l'ordre hiérarchique des divers groupements selon ce principe de la fonction supplétive de toute collectivité, plus grandes seront l'autorité et la puissance sociale, plus heureux, plus prospère l'état des affaires publiques. Vous avez tout là, le bien commun, la société juste et l'autorité publique légitime, fondée donc sur le principe hiérarchique de la subsidiarité en rapport avec l'application du bien commun. Donc le bien commun rattache les personnes à la finalité transcendante. Contre l'individualisme, le principe de solidarité permet de réaliser l'unité des personnes autour du bien commun. Et le principe de subsidiarité, que je viens d'évoquer, oriente la pensée politique vers la réalisation du bien commun pour former une société juste. Alors là encore, je cite Geneviève Medevielle. Ce principe implique en réalité que l'intervention gouvernementale... je cite en fait Geneviève Medevielle, mais en fait elle s'appuie sur la déclaration des évêques américains. Il faut quand même rendre aux auteurs leur dû. Donc ce principe implique, donc disent les évêques américains, en réalité que l'intervention gouvernementale qui convient est celle qui aide les divers groupes sociaux à apporter la contribution qu'ils doivent au bien commun. Et dans un essai qui s'intitule « Le bien commun et ses doubles », la politologue roumaine Alexandra Ionescu synthétise l'idée que l'Église se fait de la justice. Alors voilà comment elle le formule de manière très ramassée. Projet d'une société structurée et solidaire, une société des personnes dont la dignité est fondée de manière absolue dans la relation intime homme-divinité. Une société régie par le bien commun et gouvernée par un État dont l'action s'exerce en vertu du principe de subsidiarité. Et tout est dit, tout est bien ramassé dans cette formule là, de cette intellectuelle roumaine. Donc maintenant, si nous voulons, comme il est souhaitable, nous écarter du modèle de la société juste, parce que vous avez bien compris que je n'adhère pas à ce modèle, pour essayer de penser à un autre modèle politique, nous devons clarifier différents concepts qui permettent d'aborder la problématique de la justice sociale de façon plus rigoureuse. Parce que notre thèse est de dire il n'y a pas de société juste au sens moral du terme. Par contre, nous devons viser une société plus égalitaire fondée sur la justice sociale. Vous voyez ce que je conteste dans le recours à l'idée de la société juste, c'est l'idée qu'on cherche à introduire dans la chose politique une préoccupation morale qui n'est pas de son ordre. Il faut séparer les ordres. Enfin, ça, c'est peut-être une déformation du laïc que je suis. Principe de séparation des églises et de l'État, 1905. La laïcité, c'est la séparation des ordres, parce que comme dirait Pascal, qui n'est pas un penseur laïque, la confusion des ordres, c'est la tyrannie. Si vous confondez l'ordre moral, l'ordre juridique, l'ordre politique, c'est-à-dire si vous mettez en tête de vouloir imposer des normes religieuses sous la forme d'une loi, ou si vous voulez faire de la politique en moraliste, eh bien très vite vous devenez un tyran.
il faut séparer les choses. Donc, ça veut dire qu'à mon sens, mais là, bon, c'est vrai que je suis un petit peu en décalage par rapport à tout ça. À mon sens, parler de société juste, pour se demander comment la société peut être meilleure en étant plus égalitaire, c'est déformer la question. Parce que c'est introduire des valeurs, une transcendance dans quelque chose qui doit être pensé sur le plan politique. Donc, pour ce faire, je vais distinguer, donc c'est ce que je vous ai dit, 4 concepts. Donc, il y en a un qu'on a déjà bien vu, hein, c'est la notion de bien commun. Mais il ne faut pas confondre, et bon, je n'aurais pas, enfin, comme Michel l'a dit, ou même Laurent tout à l'heure, sans faire de la politique, bon, simplement à titre d'exemple, pour vous montrer que cette confusion, vous vous souvenez peut-être que la dernière campagne présidentielle, un des candidats, je ne vous dirai pas lequel, a bâti toute sa campagne sur la notion de société juste. De l'autre côté de l'échiquier politique, vous avez un homme politique qui confond systématiquement, quand il parle du bien commun, de l'intérêt général, dans son esprit, et quand on le lit d'ailleurs attentivement, ce que j'ai un petit peu fait, malgré tout, c'est Philippe de Villiers, pardon, je confonds parce que il y a un autre de Villiers, c'est son père, mais qui a encore des positions encore plus radicales que son fils. Mais donc Philippe de Villiers, lui aussi, il se réfère au bien commun, tout le temps. Donc il faut distinguer bien commun, intérêt particulier ou privé. Donc ça c'est facile, hein. Je pense que tout le monde a bien en tête, hein, je ne vais pas vous faire l'injure de revenir sur le détail de ça. Chacun connaît la différence entre l'intérêt privé et l'intérêt général. L'intérêt général, généralement, on le situe au-dessus de l'intérêt privé parce que il est commun justement à tous les hommes, alors que l'intérêt privé, il ne concerne que l'individu, j'allais dire dans sa sphère strictement, presque, je dirais, privée, égoïste. Donc l'intérêt particulier privé, l'intérêt général, l'intérêt commun et le bien commun. Et vous verrez que la notion qui fait problème, et qui est la clé de tout ça, c'est la notion d'intérêt général. Parce qu'il faut absolument, mais absolument la distinguer de la notion de bien commun que je viens de vous définir. C'est la clé pour comprendre l'enjeu de notre question. Alors, et c'est là que j'en viens à mes conseillers d'État. Alors ça me fait tout drôle de m'appuyer sur eux parce que c'est une instance particulière, enfin à mon sens, mais je ne sais pas si... Non, je saurais peut-être pas dire ça publiquement. Je ne dis pas publiquement. Mais simplement, j'évite un jugement de valeur et je vous dis simplement que dans les institutions de la République, la seule institution qui est héritée directement de la société d'Ancien Régime, c'est-à-dire que la Révolution française n'a pas effacé, c'est le Conseil d'État. Parce que le Conseil d'État, c'est historiquement, alors bien sûr il le contesterait, mais moi je suis prêt à ouvrir un débat historique avec des historiens là-dessus. Le Conseil d'État, c'est l'héritier du Conseil du roi. C'est-à-dire, vous savez que les rois, ils ne gouvernaient pas comme ça par caprice. Hein. Ça c'est une idée, comment dire, une idée fausse. Les rois gouvernaient, ils étaient entourés de conseillers. Et les conseillers du roi, eh bien, ils étaient dans une instance qui est donc, comme le Conseil d'État, qui conseille en fait. Hein, vous savez que le Conseil d'État, il y a 2 décisions. Il y a des décisions en dernière instance, en recours, qui sont déterminantes, mais il y a beaucoup d'avis qui sont donnés, qui sont des avis consultatifs, que le gouvernement suit ou ne suit pas. D'ailleurs, le dernier exemple en date, sur la question de la burqa, le Conseil d'État a élaboré un texte très charpenté, enfin bon, comme des conseillers, quoi, bon, voilà, des conseillers techniques, hein, que le gouvernement a décidé, enfin ils ont décidé de s'asseoir dessus, quoi, bon, voilà. Bon. Alors je m'appuie sur ce rapport. Donc est consacré, donc, vous voyez, à l'intérêt général. Et puis il y a un autre rapport que j'ai en tête, mais dont je n'ai pas le temps de parler, mais dont je vous avais déjà un petit peu parlé l'année passée. C'était le rapport de 80, si je ne me trompe pas, 97, sur le concept d'égalité, la notion d'égalité. Donc d'emblée, les conseillers d'État affirment très fortement, je les cite,
que la logique de l'intérêt général conduit à rompre avec la notion de bien commun, jusque-là prédominante dans la société d'Ancien Régime, et ils savent de quoi ils parlent, et dont les connotations morales et religieuses interdisaient, en réalité, au pouvoir politique de s'affranchir de l'autorité spirituelle de l'Église. Ils y vont pas, ils sont presque plus radicaux que moi tout à l'heure, c'est qu'eux, ils disent que tant que la société politique fonctionne avec une référence à la notion de bien commun, cela veut dire que le corps politique se met sous la tutelle d'une obédience spirituelle, en l'occurrence, ici, pour la société d'Ancien Régime, c'est l'Église. Donc c'est pour ça qu'ils insistent sur le fait que l'intérêt général permet aux autorités publiques de s'émanciper de cette tutelle. En effet, donc, c'est la Révolution française qui, historiquement, introduit la notion d'intérêt général dans la gestion des affaires publiques, car jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est donc la notion de bien commun qui est au centre de la pensée politique. À la différence de l'homme grec de la philosophie païenne, le chrétien, là encore je cite les conseillers d'État, est avant tout une personne préoccupée par la recherche d'une foi extérieure au monde, celle de son salut. Fin de citation. Avant l'émergence de la notion d'intérêt général, alors bon, à chaque fois je ne dis pas que je cite, mais ça alourdit un petit peu mon propos, mais je fais beaucoup d'emprunts donc à ce texte-là. Le bien commun est indissociablement une règle morale, un impératif religieux et un principe politique. C'est une valeur qui dirige l'homme vers un but qui le dépasse. Vous voyez toujours cette idée de transcendance par rapport à l'homme. Le bien commun devient le critère de l'obligation légale, la loi ne s'imposant à tous que dans la mesure où elle vise le bien et le juste. Fin de citation. Pour toutes ces raisons donc idéologiques, le bien commun légitime l'action des gouvernants et fonde par là même le devoir d'obéissance des gouvernés. Vous voyez, donc c'est une légitimité pour le pouvoir, mais ça devient la condition de l'obéissance de ceux qui se soumettent à l'autorité du pouvoir. De fait, dans la société d'Ancien Régime, l'autonomie du pouvoir politique est singulièrement limitée, puisqu'il est en permanence sous la surveillance du pouvoir spirituel de l'Église, qui s'autorise de Dieu pour veiller au respect du bien commun. C'est-à-dire que vous voyez, à partir du moment où l'autorité publique a en point de mire la notion de bien commun, ben ça veut dire qu'elle autorise une autorité extérieure à lui pour pouvoir juger de la conformité de son action au bien commun ou pas. Et vous rappelez que Benoît XVI dit encore aujourd'hui, au XXIe siècle, que le bien commun, c'est ce qui permet d'évaluer les politiques publiques. Et que c'est un critère objectif. C'est-à-dire un critère que les hommes ne choisissent pas et qui ne dépend pas de la loi de la majorité. Il le dit, hein, ça ne dépend pas de la loi de la majorité. Donc, c'est ce qui permet de juger les autorités politiques. Et Benoît XVI le dit au XXIe siècle, et il le dit à des rencontres d'intellectuels français sur le territoire français, dans la République laïque, fondée sur la séparation de l'Église et de l'État. Et il envoie ce message dans ce cadre-là. Il le sait. Donc, selon les théoriciens de la monarchie absolue de droit divin, le prince est investi par Dieu de la charge de ce bien commun. Tenant son pouvoir de Dieu, il connaît nécessairement le bien commun, impératif politique qui assure le salut de l'État et de ses membres. L'autorité du monarque est donc doublement légitimée par son origine divine et par sa finalité. Je le rappelle, la finalité étant d'atteindre la société juste par la réalisation du bien commun. La notion d'intérêt général est en rupture totale avec cette idée de bien commun. Et il ne fallait pas moins d'un séisme politique tel que la Révolution française de 89 pour pouvoir opérer cette rupture. En effet, avec le renversement de la monarchie d'Ancien Régime, qui n'a pas été tout à fait d'ailleurs le renversement de la monarchie, puisque comme vous le savez, dans la première période de la Révolution française, le roi n'a pas été destitué,
il est devenu le roi des Français, perdant son titre de roi de France d'ailleurs, pour devenir le roi des Français, tout simplement parce que le souverain n'était plus le roi dans la monarchie constitutionnelle de la Révolution, mais le souverain c'était le peuple, et le roi devenait le représentant du souverain en tant que roi des Français. Hein, d'où l'appellation, on est passé de roi de France à roi des Français. Donc le renversement de la monarchie, avec ce renversement, je veux dire, une conception plus historique et plus démocratique du pouvoir politique met en lumière le fondement contractuel de l'autorité politique qui n'est pas indexé sur des principes extérieurs à la société. Le bien commun est rejeté comme un vestige de la féodalité qui a été remplacé par l'intérêt général qui, selon une formule du Conseil d'État, est l'œuvre, j'aime bien la formule, est l'œuvre d'une raison qui ne se contente plus de poursuivre des fins déjà inscrites dans une nature créée par Dieu, mais d'une raison qui les crée elle-même. Fin de citation. Je trouve que cette formule du Conseil d'État, elle est heureuse. Hein. L'œuvre d'une raison qui ne se contente plus de poursuivre des fins déjà inscrites dans une nature créée par Dieu, mais d'une raison qui les crée elle-même. L'introduction donc du principe d'intérêt général dans la gestion de la société politique modifie en profondeur le statut de la loi et change le rapport des citoyens avec la loi, mais aussi des citoyens avec leurs gouvernants. La loi ne tire plus sa force de son contenu, c'est-à-dire de sa conformité avec le bien commun, puisqu'il n'est plus la référence, mais de sa méthode d'institution et de la procédure de son élaboration. En effet, la loi devient une simple convention passée entre les hommes à l'issue d'un débat politique. Et vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'ai cité Benoît XVI, il a exclu ces théories modernes qui sont basées sur le pluralisme et le consensus. Il ne peut pas y avoir de pluralisme et de consensus, il n'y a pas de débat démocratique. Donc si on rejette cela, on rejette aussi cette modalité particulière de l'élaboration de la loi. Donc Pierre-Rosan Vallon, donc c'est un philosophe spécialisé peut-être pas, enfin je sais pas, un politologue, hein, spécialisé en philosophie politique quand même. Pierre-Rosan Vallon indique avec pertinence, dans Le Sacre du citoyen, c'est le titre de son livre, que, citation, la loi n'est donc plus référée à aucun ordre extérieur, ni à aucune règle morale ou sociale préexistante, elle devient purement positive et participe d'un mouvement d'auto-institution de la société. Fin de citation. Donc avec l'intérêt général, on peut affirmer que l'origine du pouvoir et des valeurs est immanente à la société. Hein, tu as insisté sur le caractère immanent apporté par Bentham comme révolution du politique. Ce qui fait que les valeurs, l'exercice du pouvoir et la loi sont des données relatives, historiques et contestables. Toutes les lois sont contestables, puisque justement, si les citoyens le décident, ils peuvent effectivement, tout à fait démocratiquement, par une délibération nouvelle, arriver à un consensus qui fera que la loi sera changée. Une réforme d'un lycée, des lycées par exemple, peut être défaite si les citoyens sont suffisamment clairvoyants pour s'organiser et faire en sorte que cette loi soit retirée pour éviter la destruction de l'école. Je fais référence à une donnée actuelle. Donc ce passage du bien commun à l'intérêt général rend dès lors encore plus problématique la notion de société juste. Il ne s'agit plus pour la société de se conformer à un bien préexistant, mais de construire dans toute sa complexité un intérêt général qui assure, selon l'expression célèbre du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le bonheur de tous. Parce que vous savez, dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, hein, vous avez cette phrase très, très célèbre qui dit ceci. Il faut toujours avoir en tête, hein, je résume, les droits de l'homme, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tourne toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Et puis, un autre extrait d'une déclaration qui m'est chère et qui, à mon sens, est bien supérieure à toutes les autres, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, qui n'a aucune légalité constitutionnelle. Vous savez que seule la Déclaration de 89 est constitutionnelle depuis 1971, par décision du Conseil constitutionnel, mais que celle de 93 n'est pas reconnue, à cause de son dernier article, essentiellement. Mais voilà l'article donc premier, c'est l'article premier de la Déclaration 93. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Puis vous vous souvenez, l'année passée, je ne vais pas le refaire parce que ça serait trop long, mais l'année passée, vous vous rappelez, j'avais fait un sort, en quelque sorte, à ce droit prétendument universel et naturel de propriété, qui est en fait un droit bourgeois, qui structure la Déclaration de 89, puisque le droit de propriété, il est au début de la Déclaration de 89 et il est à la fin. Et notamment dans la Déclaration de 89, vous vous rappelez, vous avez l'article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels imprescriptibles de l'homme. Bon, d'accord. Et il est rajouté, il y a une énumération, et l'ordre compte, bien entendu, c'est un ordre de priorité. Ces droits sont, donc ces droits inaliénables sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Et dans la Déclaration de 93, à titre de comparaison, c'est l'article 2. Donc vous voyez, il remonte, et il est l'objet d'une... Il n'y a pas de... C'est une seule phrase. Article 2, ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété. La propriété est en dernier, et ce qui est en premier, c'est l'égalité. Or, l'égalité, dans la Déclaration de 89, n'apparaît pas dans les droits, dans la liste des droits imprescriptibles. Puis vous vous rappelez, je vous avais dit, oui, mais certains disent, oui, mais l'article 1er dit, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Seulement en droit, et en plus, il y a une phrase qu'on oublie toujours. Tout le monde a à l'esprit cette première phrase, mais jamais la deuxième partie de l'article 1er. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc ça veut dire qu'il y a une utilité commune. On en vient à ce petit problème, enfin ce gros problème de l'intérêt général. Et puis il est dit, vous voyez, les distinctions sociales ne peuvent pas être. Ce qui veut dire qu'en fait elles existent et qu'elles sont reconnues. Donc il y a des distinctions sociales. Donc en fait l'égalité est certes reconnue en droit, mais elle est relativisée par le fait que la société peut admettre donc cela. Donc c'est très intéressant de comparer, c'est passionnant même. Ça, à la limite, presque, ça vaudrait presque... faire un week-end là-dessus. Un week-end là-dessus. Je crois qu'il y aurait des choses à dire. Pour l'année prochaine. Éventuellement. Alors, donc ce déplacement de l'action politique, de la recherche du bien commun, vers la construction de l'intérêt général, constitue, tu me dis si... Non, c'est bon. Encore 20 minutes. Constitue donc un bouleversement théorique dans l'évaluation de la société politique. C'est vraiment une révolution. Vraiment une révolution. Le simple fait d'avoir, pas substitué, remplacé la notion de bien commun et la notion d'intérêt général, c'est une révolution. D'ailleurs, il a fallu une révolution pour que cette révolution théorique ait lieu. D'ailleurs. Vous voyez, c'est là où on voit quand même que le théorie et pratique, là, il est inversé. Si théoriquement on peut penser la notion d'intérêt général de manière distincte de l'intérêt du bien commun, c'est parce qu'il y a eu une révolution politique et sociale qui a rendu possible qu'on pense l'intérêt général, et pas l'inverse. Le théorique et le pratique, là, vous voyez, il est pratique théorique. Alors, donc ce tournant historique est bien résumé par le Conseil d'État. Ça, je suis tout étonné d'être souvent si d'accord avec les conseillers, moi qui suis souvent très en dissonance avec eux. Depuis que la philosophie des Lumières a marqué une rupture avec l'origine divine du pouvoir, il a été admis que la loi tire sa force, non de son contenu, une conformité au bien commun, mais de son mode d'élaboration en tant qu'expression de la volonté générale. En voilà un autre grand mot.
volonté générale. C'est un terme d'inspiration rousseauiste. C'est Rousseau, hein, bien sûr. Donc, ainsi débarrassés de la notion de bien commun, si je me permets, nous pouvons enfin nous défaire de l'approche normative et moralisatrice de la société dite juste, que l'on retrouve en politique dans la recherche de la fameuse troisième voie entre le rejet de l'individualisme libéral et le collectivisme marxiste. Et alors cette expression de la troisième voie, alors là aussi qui est portée, enfin on est frappé, là je ne vais pas dire de nom, mais je vous ai parlé des élections présidentielles, les deux candidats en lice, dont l'un d'entre eux donc, a bâti toute sa campagne avec un relatif insuccès quand même, hein, sur cette notion de société juste. Il y a un autre candidat à l'élection présidentielle, non moins connu que ces deux-là, qui lui était dans la logique de la troisième voie. Alors, la troisième voie, on la trouve exprimée dans une encyclique du pape Léon XIII. Vous voyez comme quoi la politique et le religieux. Alors, voilà ce que dit Léon XIII. C'est la noble prérogative et la mission de l'État que de contrôler, aider et régler les activités privées et individuelles de la vie nationale, pour les faire converger harmonieusement vers le bien commun, lequel ne peut être déterminé par des conceptions arbitraires. Alors, vous voyez ce que c'est les conceptions arbitraires, hein, c'est toutes les conceptions liées au caractère humain des institutions, aussi bien le libéralisme que les théories d'inspiration marxiste. Ne peut être déterminé par des conceptions arbitraires, ni trouver sa loi primordiale dans la prospérité matérielle de la société, mais bien plutôt dans le développement harmonieux, une nouvelle fois, et dans la perfection naturelle de l'homme, à quoi le Créateur a destiné la société en tant que moyen. Fin de citation. Donc, bien sûr, vous avez noté l'insistance sur l'harmonie autour du bien commun, et puis la remarque finale, le Créateur détermine que la société n'est qu'un moyen pour la finalité supérieure, la perfection naturelle de l'homme, c'est-à-dire de la personne humaine comme créature de Dieu, qui ne peut être ni le bien-être matériel, qu'on pourrait trouver chez les libéraux par exemple, ni l'intérêt général, décidé arbitrairement, donc là c'est le côté rousseauiste, c'est-à-dire selon une construction conventionnelle humaine. Reste maintenant à déterminer ce qu'il faut entendre par intérêt général. C'est le gros morceau. Pour ne pas retomber dans une approche idéaliste et éthique. Alors, j'ai tendance un petit peu à confondre les deux, éthique et idéaliste. Enfin, je trouve qu'il est idéaliste de vouloir faire en politique de l'éthique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, à propos de l'intérêt général, les conseillers d'État, dans ce rapport public de 1999, distinguent deux approches. Alors, je vais aller vite, hein, je ne vais pas les développer, mais elles ont été développées justement par Pierre, un peu moins par Laurent, et puis aussi par Michel. Deux approches. Une approche utilitariste, très liée au libéralisme économique, selon laquelle l'intérêt général est la somme des intérêts particuliers, et une approche volontariste, d'inspiration rousseauiste, selon laquelle l'intérêt général, expression de la volonté générale, est considéré comme un dépassement des intérêts particuliers. Après avoir indiqué donc les problèmes respectifs que je ne peux pas détailler parce que ça vaudrait en soi toute une causerie, le rapport conclut ainsi. Les deux approches distinctes, donc celles que je viens de citer, de l'intérêt général, ont un postulat commun. C'est ça qui m'intéresse. Ont un postulat commun. C'est-à-dire un postulat, hein, vous savez, ça vient de postulare en latin, qui veut dire faire une demande. C'est-à-dire qu'on demande à l'interlocuteur d'accepter à titre d'hypothèse quelque chose qu'on n'a pas démontré, mais que, justement, le raisonnement va accréditer en quelque sorte le bien fondé. Donc, ont un postulat commun. L'intérêt est le principal mobile des actions humaines et le moteur du progrès social. Là, les conseillers d'État, c'est très juste ce qu'ils disent. L'intérêt général, il veut dire, quelle que soit son interprétation, qu'elle soit rousseauiste, utilitariste,
elle renvoie à l'idée que le mobile principal des actions humaines et le moteur du progrès social, c'est la recherche et la satisfaction de l'intérêt. Sauf que, bien sûr, il ne faut pas confondre avec les intérêts privés et particuliers. Alors, je poursuis la citation très intéressante des conseillers d'État. Donc, elle rencontre la même limite. Donc, vous voyez, dans cette détermination, la même limite. Je ne vois plus qui c'est qui parlait de la limite. C'est toi, Michel, qui parlait, il faut trouver la limite. Elle rencontre la même limite qui est de soumettre la réalité à un idéal dont la réalisation est toujours repoussée. La réalisation providentielle de l'intérêt commun au travers des intérêts privés dans un cas, donc c'est les utilitaristes, ou son atteinte par l'effacement volontaire des intérêts particuliers dans l'autre, c'est la position de Rousseau, avec une volonté générale qui amène ce principe presque transcendant de l'intérêt général. En clair, cela veut dire que la société et les hommes sont mus par l'intérêt et que dans une approche juridique, aussi bien libérale que rousseauiste, cette société ne sera juste que si elle réalise librement l'intérêt général. Parce que le point commun quand même, il n'est pas cité par le Conseil d'État, mais il est évident, c'est la liberté. Parce que bien sûr, cette recherche de l'intérêt général ne peut se faire que si les hommes sont libres. Que ce soit d'ailleurs du côté des libéraux, que du côté de ceux qui se reconnaissent dans la philosophie de Rousseau. Reste une difficulté majeure que je ne pourrais pas, faute de temps, j'en suis sûr, totalement expliciter, comment interpréter dans l'action politique concrète cet intérêt général. C'est une question. Dans la conception utilitariste des libéraux, cela revient à satisfaire les intérêts privés des individus en réalisant l'intérêt commun abusivement assimilé à l'intérêt général. Moi, je trouve que, vous voyez, l'imposture des libéraux, pour moi, elle est là. C'est que ce que les libéraux utilitaristes nous présentent comme l'intérêt général, ça n'est que l'intérêt commun. C'est-à-dire, c'est l'idée, je crois, je me trompe peut-être, mais c'est un peu l'idée de la main invisible de Smith. C'est l'idée que si les hommes poursuivent leur intérêt commun, cet intérêt commun va nécessairement satisfaire leur intérêt particulier, et que donc il n'y a pas de contradiction au regard de cette assimilation. Mais l'intérêt commun, ça n'est pas l'intérêt général. Et là, je suis d'accord avec Rousseau, même si après je vais m'en écarter, vous allez voir, mais je suis d'accord avec Rousseau pour dire que là, il y a un tour de passe-passe. L'intérêt général n'est pas l'intérêt commun. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Alors l'autre voie, donc c'est la conception que les conseillers d'État appellent volontariste, donc qui est directement issue de Rousseau. Ça revient à invoquer une abstraction, la volonté générale. La volonté générale, c'est une abstraction qui serait en mesure de déterminer un intérêt général supérieur à l'intérêt particulier, sans se confondre à lui, ni même sans se réduire à la somme des intérêts particuliers. Et tout le problème est de savoir, mais comment cette volonté générale se forge. C'est tout le problème de la démocratie, d'ailleurs, de la représentativité dans la démocratie. Dans les deux cas, on reste dans une conception idéologique où le conflit d'intérêts entre les hommes, du fait de l'inégalité des richesses et de leur répartition, issue de la propriété privée des moyens de production, est surmonté miraculeusement par l'intérêt général. Vous voyez, je dis miraculeusement, je suis un peu ironique, parce que je pense que cette conception libérale utilitariste ou rousseauiste, elle fait un petit peu de l'intérêt général une sorte un peu quelque chose de magique, qui vient résoudre le problème. D'ailleurs, les expressions utilisées par les uns et les autres ne trompent pas. Moi, je suis assez frappé. Alors bon, c'est vrai que je ne suis pas vraiment un connaisseur dans le détail, mais je suis frappé par les expressions utilisées. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la main invisible, mais Pierre et Michel nous ont parlé du voile de l'ignorance chez Rawls. Et puis Rousseau lui-même, dans le chapitre, livre 2, chapitre 3 du contrat social, il parle de l'errance de la volonté générale. Et d'ailleurs, le titre de ce chapitre s'intitule « Si la volonté générale peut errer ». Vous voyez ?
Donc ça montre que l'intérêt général, oui, c'est la solution pour qu'une société soit meilleure, mais c'est une solution difficile à maîtriser. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ben, tout simplement que chacun s'accorde naturellement sur le fait que la justice sociale repose bien sur l'intérêt bien compris des hommes, et bien entendu qu'elle ne repose pas, cette société meilleure, sur un prétendu bien commun divin, hein. Mais par contre, on n'est pas tous enclins à reconnaître pour autant que celui-ci est régi par l'antagonisme d'intérêts contradictoires et irréconciliables entre les hommes dans la société. Alors pourquoi y a-t-il un antagonisme d'intérêts irréconciliables? Eh bien, je devrais dire tant que la propriété les opposera sur le terrain de l'exploitation économique et de l'aliénation du travail. C'est-à-dire que tant qu'il y aura une propriété privée des moyens de production qui permettra d'accumuler des richesses qui ne seront au profit que de quelques-uns au détriment des autres, eh bien, il est clair que oui, c'est bien de vouloir chercher l'intérêt général, mais on n'y arrivera pas, parce que de toute façon, on ne peut pas nier qu'il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts, on ne peut pas le nier. Bon, voilà. Alors, si on part de là, on accepte que l'humanité est mue par l'intérêt. Ça, on en est tous plus ou moins convaincus. C'est plus rationnel que de dire le bien commun, qui est cette notion divine. Mais on refuse, en clair, je ne l'ai pas nommé, mais vous l'avez deviné, enfin peut-être certains l'ont deviné, j'ai nommé la lutte des classes, qui régit l'histoire de l'humanité, à travers la violence générée par ce conflit d'intérêts, justement. Les sociétés sont injustes parce qu'il y a ce conflit d'intérêts permanent, qui ne permet pas une paix durable entre les hommes, et donc ce que nos révolutionnaires, qui ont sacralisé la propriété, justement, c'est leur erreur fatale, je crois, appellent la recherche du bonheur de tous. Le bonheur de tous est impossible si on introduit au cœur même de l'institution le facteur de la propriété privée. J'ai été frappé hier, j'ai vu un ministre de la République qui... comme ça, j'ai allumé bêtement la télévision hier au soir, et je suis tombé très tardivement sur ce ministre de la République qui va sur des plateaux de saltimbanque, là, c'est donc le ministre du Logement. Bon. Et j'étais frappé, il était secoué, parce que vous savez, c'est à propos de l'affaire il s'appelle Apparu, Bernard Apparu. Hein. Donc c'est secrétaire d'État au logement. En ce moment, il est secoué parce que, vous savez, suite à la tempête Cynthia, ils ont déterminé ce qu'ils appellent une zone noire qui va exproprier des gens, leurs maisons, et les détruire. Bon. Et alors, il y avait toute une batterie de questions qui lui étaient posées, et il disait, mais moi de toute façon, il y a une chose que je ne remettrai jamais en cause, et puis alors, il se débattait, et puis il le répétait, moi je suis pour le droit de propriété, je ne sortirai pas, mais non, oui, il y a des contradictions, mais je ne sortirai pas, le droit de propriété, c'est un sacré. Il le disait comme c'était comme un... Ça m'a frappé parce qu'on aurait dit un croyant qui récitait un credo, vous voyez. Je ne toucherai pas au droit de propriété. Ministre de la République, je trouve que ça en était touchant même. Hein. Bon, voilà. Ça a été touchant presque. Donc, vous voyez bien sûr où je veux en venir. La justice sociale ne peut advenir que si on établit l'égalité économique et sociale entre les hommes, en supprimant la cause de l'exploitation, qui est à la source de la lutte des classes, c'est-à-dire si on procède à l'abolition de la propriété privée des moyens de production. Ce que Marx appelle l'expropriation du capital. Alors quand Marx parle du capital, il ne parle pas bien entendu ni de l'artisan, ni du chef d'entreprise, de la petite entreprise. Il parle de cette minorité infime qui a à elle seule quasiment la quasi-totalité des richesses du monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la richesse du monde, elle est concentrée entre très peu de mains.
Et bien sûr, c'est pas le petit... Même si d'ailleurs, soit dit en passant, le chef d'entreprise, il peut lui-même participer à l'exploitation des hommes, hein, sans forcément le vouloir explicitement, mais dans les faits, en le faisant, parce que c'est comme ça, c'est le système qui est comme ça. Donc Marx, dans le manifeste du Parti communiste, précise d'ailleurs ce qui caractérise le communisme. Alors oui, je précise, le manifeste du Parti communiste, c'est un texte de 1848. C'est un texte qui amorce la future constitution de la première internationale, hein, du mouvement ouvrier. Il dit ceci: ce qui caractérise le communisme, ce n'est pas l'abolition de la propriété en général, mais l'abolition de la propriété privée. Vous voyez, il y a une distinction. Ce n'est pas l'abolition de la propriété en général, c'est l'abolition de la propriété privée. Et il ajoute, alors, il faut que je lise le passage, parce que oui, j'ai pas pris les textes, en fait, j'ai voulu m'alléger, parce que j'étais déjà chargé. Donc, il dit ceci, dans le manifeste du Parti communiste. Alors, il s'adresse, c'est donc le chapitre 2, où il essaie de se défendre contre toutes les accusations qui lui sont faites, en disant, mais vous êtes fous. D'ailleurs, vous savez que le manifeste commence par cette phrase: un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Donc ça fait peur. Hein. Bon. Et voilà ce qu'il dit. Il parle aux penseurs bourgeois. Vous êtes saisis d'horreur parce que nous voulons abolir la propriété privée. Mais dans votre société, la propriété privée est abolie pour les 9/10 de ses membres. C'est précisément parce qu'elle n'existe pas pour ces 9/10 qu'elle existe pour vous. Vous nous reprochez donc de vouloir abolir une forme de propriété qui ne peut exister qu'à la condition que l'immense majorité soit frustrée de toute propriété. En un mot, vous nous accusez de vouloir abolir votre propriété à vous. En vérité, c'est bien ce que nous voulons. Fin de citation. Et puis alors, autre passage, alors cette fois-ci je l'emprunte à son complice, parce que j'ai oublié de préciser que le manifeste du Parti communiste, il est écrit à deux mains par Marx et Engels, mais Engels lui-même reconnaît bien des années plus tard, après la mort de Marx, dans un texte très émouvant, qu'en réalité, fondamentalement, le manifeste, c'est Marx qui l'a rédigé. Lui, il a prêté sa plume, mais il ne revendique pas la paternité. Hein. Mais par contre, il a écrit un petit texte très intéressant qui s'intitule « Les principes du communisme », qui est un texte pédagogique pour expliquer le manifeste du Parti communiste. Et dans ce texte-là, j'espère que je vais retrouver, il écrit ceci: la société communiste, d'une part, est incompatible avec l'existence des classes, et d'autre part, fournit elle-même les moyens de supprimer ces différences de classe. C'est-à-dire que, vous voyez, on part du constat qu'il y a la lutte des classes, mais bien entendu, on ne s'en contente pas. La lutte des classes est le résultat d'un problème d'injustice, justement. L'injustice qui est liée aux inégalités sociales provoquées par les distorsions de la propriété privée. Et il conclut, donc c'est ce chapitre 20, enfin c'est le principe 20 des principes du communisme, hein, donc Engels, pas Hegel, hein, Engels, c'est-à-dire E-N-G-E-L-S, l'association générale de tous les membres de la société en vue de l'utilisation collective et rationnelle des forces productives, l'extension de la production dans des proportions telles qu'elle puisse satisfaire les besoins de tous, on parlait des besoins ce matin, la liquidation d'un état de choses dans lequel les besoins des uns ne sont satisfaits qu'aux dépens des autres, la suppression complète des classes et de leur antagonisme, le développement complet des capacités de tous les membres de la société grâce à la suppression de la division du travail telle qu'elle était réalisée jusqu'ici, grâce à l'éducation basée sur le travail, au changement d'activité, à la participation de tous aux jouissances créées par tous, à la fusion entre la ville et la campagne, telles seront les principales conséquences de la suppression de la propriété privée. Oui, j'arrive à la conclusion. Tu vois, je suis à la conclusion. Très bien. Donc, cela veut-il dire que dans une approche purement politique et cynique, certains diront amorale, mais moi je ne reprends pas à mon compte, puisque vous savez, j'en fais pas une question de morale, Marx récuse la notion d'intérêt général
qui constitue, comme je vous l'ai dit, le grand acquis de la Révolution française de 89? La réponse est bien entendu à cette question, non, parce que pour Marx, et c'est là un point très complexe et subtil de sa philosophie politique, l'intérêt général s'identifie à l'intérêt de la classe qui porte en elle-même le devenir de l'humanité tout entière lorsqu'elle se sera libérée de l'exploitation mortifère qui l'opprime actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un déplacement là. On ne sort pas de l'intérêt général. Mais l'intérêt général n'a pas la même définition que ce que les conseils d'État envisagent. Et d'ailleurs, les conseils d'État, ils n'envisagent même pas une conception. Parce qu'ils disent qu'il y a deux conceptions, mais il y en a une troisième. Mais ça ne revient même pas à l'esprit. Ça, je leur reproche pas. Tu leur pardonnes. Je leur pardonne, bien entendu. C'est conforme à leur pensée. C'est la conception marxiste de l'intérêt général. Donc c'est l'idée que le devenir de l'humanité tout entière, lorsqu'elle se sera libérée de cette exploitation, sera porté par le prolétariat, la classe des opprimés, qui a vocation à incarner dans son essence historique même l'intérêt général qui sera réalisé dans la société communiste égalitaire, où la lutte de classe cessera d'exister parce que ses raisons d'être cesseront d'exister. C'est tout le sens donc de ce passage très célèbre que je vais vous lire, qui est issu d'un texte très célèbre aussi, qui est donc et à lire, il est très court, mais c'est un texte très... C'est là où vous avez, vous savez, le fameux passage de la religion comme l'opium du peuple. Donc c'est l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Alors je vais vous lire ce passage. Il est peut-être un petit peu complexe, mais il s'éclaire parce que tout ce que je viens de vous dire, et normalement, je vais terminer comme ça, sans faire de commentaires. J'espère que j'aurai bien réussi mon affaire. Alors, parce que c'est un texte quand même, quand on lit, à la première lecture, c'est pas évident. Voilà ce que dit... Alors, la question que se pose Marx, mais on va enlever le mot allemand, c'est valable pour... il dit, où est donc la possibilité positive de l'émancipation allemande? Alors moi, je préfère, j'enlève le mot allemand, où est donc la possibilité positive de l'émancipation de l'humanité tout entière? Et bien sûr, pourquoi il dit allemand? Parce qu'il est allemand, et il pense, bien sûr, au travers de la société. Parce que, bien sûr, Marx parle toujours à partir de la situation concrète. Voici notre réponse. Il faut former une classe qui soit la dissolution de toutes les classes. Une sphère qui ait un caractère universel par ses souffrances universelles et ne revendique pas de droit particulier parce qu'on ne lui a pas fait de tort particulier, mais un tort en soi. Une sphère qui ne puisse plus s'en rapporter à un titre historique, mais simplement au titre humain. Une sphère qui ne soit pas une opposition particulière avec les conséquences, mais une opposition générale avec toutes les suppositions du système politique. Une sphère, enfin, qui ne puisse s'émanciper sans s'émanciper de toutes les autres sphères de la société et sans, par conséquent, une sphère, enfin, qui ne puisse s'émanciper sans s'émanciper de toutes les sphères de la société et sans, par conséquent, les émanciper toutes, qui soit en un mot la perte complète de l'homme et ne puisse donc se reconquérir elle-même que par le regain complet de l'homme. La décomposition de la société en tant que classe particulière, c'est le prolétariat. Alors, petit commentaire tout petit, pour ne pas vous laisser quand même... ça veut dire quoi? Ça veut dire que par essence, la classe sociale la plus nombreuse, celle qui est la plus légitime, celle des opprimés, quand elle se libérera de l'oppression en abolissant la propriété privée des moyens de production, porte le devenir de l'humanité tout entière, et à ce titre-là, elle incarne l'intérêt général, parce que l'intérêt général, c'est l'intérêt de la classe du prolétariat, non pas parce que c'est une classe antagoniste par rapport à une autre, mais parce que c'est la classe qui va supprimer toutes les classes. Voilà.